J'ai toujours considéré Warren Buffett comme le meilleur investisseur du monde. C'est un milliardaire qui s'est fait lui-même, qui a construit sa fortune de plus de 108 milliards de dollars en près de 60 ans, simplement en choisissant constamment les bonnes actions et entreprises dans lesquelles investir. Regardez les milliardaires les plus riches du monde. Les personnes au sommet ont fondé une entreprise technologique ou hérité d'une grande société familiale. Warren Buffett y est parvenu en comprenant le marché boursier et en prenant de bonnes décisions pendant des années. Cependant, beaucoup ignorent qu'il existait un investisseur encore meilleur que Warren Buffett pour choisir des actions et lire le marché. Warren Buffett a en fait étudié de manière obsessionnelle la manière d'investir du docteur Henry Singleton. En tant que fondateur du conglomérat Teledyne de 1963 à 1990, Singleton a acheté et investi dans plus de 130 entreprises. Au cours de sa carrière d'investisseur, Warren Buffett a enregistré un rendement annuel composé de 20,1% pour ses investisseurs. Singleton a atteint un rendement de 20,4%. Pour visualiser à quel point ce chiffre est incroyable. Si vous aviez investi $1 dans l'indice S&P 500 en 1963 et obtenu un taux d'intérêt composé annuel solide de 8%, en 1990, vous auriez eu $7,99. Mais si vous aviez investi $1 avec Singleton à la place, alors en 1990, vous auriez eu $150,28. C'est 19 fois mieux que le S&P 500. Et un peu mieux que Buffett, dont le rendement de 20,1% vous aurait donné $140,50. Buffett a d'ailleurs déclaré qu'il considère le docteur Henry Singleton de Teledyne comme ayant le meilleur bilan opérationnel et de déploiement de capital de l'histoire des affaires américaines. Et même si vous combiniez les 100 meilleurs diplômés des écoles de commerce, leurs résultats feraient toujours pâle figure face à ceux de Singleton. Alors analysons précisément ce qui a rendu Singleton aussi exceptionnel, et les 3 éléments que Buffett a repris et utilisés dans son propre empire commercial. Henry Singleton n'avait absolument pas un parcours professionnel classique, loin de là. Alors que Warren Buffett achetait ses premières actions à l'âge de 11 ans, Singleton étudiait les mathématiques avancées, obtenait un doctorat en ingénierie et programmait le premier ordinateur au MIT dans les années 1930. Après avoir obtenu son diplôme, il a mis au point un système pour éliminer les champs magnétiques des navires américains pendant la Seconde Guerre mondiale, afin qu'ils ne soient pas détectés par les sous-marins allemands. Et Singleton n'a en fait jamais dirigé d'entreprise avant l'âge de 44 ans, ce qui est incroyable quand on considère le succès qu'il a ensuite rencontré. En 1960, Singleton a fondé la société technologique Teledyne, qui produisait du matériel électrique de niche. Mais Singleton n'avait aucune intention de rester dans ce créneau. Il voulait transformer Teledyne en un conglomérat, la même structure que Buffett a construite avec Berkshire Hathaway. Teledyne utiliserait son excédent de trésorerie pour acquérir d'autres entreprises. Teledyne a fini par acquérir 130 entreprises au cours de la décennie suivante en se concentrant sur l'électronique aéronautique, les métaux spéciaux et l'assurance. Et la priorité numéro 1 de Singleton en matière d'investissement était de n'acheter que des entreprises ayant une valeur solide et durable. Singleton n'a jamais acheté d'entreprises en difficulté à bas prix pour tenter de les redresser. Au lieu de cela, il se concentrait sur des entreprises rentables en croissance, détenant des parts de marché dominantes, souvent dans des niches spécifiques et étroites. Il n'a jamais été intéressé par l'idée de acheter une action dans le but de faire un profit à court terme. Tout était orienté vers la détention à long terme et le fait de laisser ces entreprises faire fructifier leur valeur sur la durée. Il détestait vraiment cette stratégie d'achat et de revente rapide. Ça me rebute complètement. Tout ce concept est répugnant. Nous ne faisons pas ce genre de choses. Nous examinons les possibilités économiques à long terme. Cette focalisation sur la valeur à long terme a porté ses fruits. En 1980, le New York Times a écrit qu'alors que d'autres conglomérats se débarrassaient des acquisitions défaillantes des années 1960, Teledyne conservait le solide portefeuille que Singleton avait choisi, et que Singleton lui-même était l'un des meilleurs gestionnaires d'actifs qui soient. Quand on regarde les assemblées d'actionnaires de Warren Buffett, il est évident qu'il a soit suivi l'exemple de Singleton, soit au moins tiré les mêmes conclusions lui-même. Si ce n'est pas une bonne entreprise à la base, alors pourquoi s'embêter à investir ? Cette mentalité a conduit Buffett à posséder Heinz, American Express et Coca-Cola. Voici les questions que Singleton posait à chaque fois qu'il achetait une entreprise. Premièrement, est-elle rentable ? Google, Apple, Chick-fil-A, ces entreprises ont des profits énormes. Singleton les aurait adorées. Est-ce qu'elle est en croissance ? Nous avons vu OpenAI croître de façon spectaculaire. Nous avons vu White Claw exploser en popularité.
Il faut qu'il y ait une histoire de croissance derrière. Et surtout, est-ce que l'entreprise détenait une part de marché dominante? Pensez à Visa, pensez à Taiwan Semiconductor. Ce sont des entreprises à la pointe de leur secteur et il est impossible d'imaginer que quelqu'un leur enlève cette supériorité. Tous ces éléments étaient importants. La rentabilité était la priorité numéro 1 pour Singleton. Il n'aurait jamais acquis une entreprise si elle n'avait pas un flux de trésorerie solide, car il voulait utiliser cet argent pour acquérir d'autres entreprises ou investir plus agressivement dans la croissance de cette entreprise. Donc il n'aurait pas été un adepte de Peloton, Airbnb ou Pinterest, car ces entreprises ne peuvent générer aucun type de profit régulier. Le flux de trésorerie est très différent des résultats publiés. Singleton privilégiait la trésorerie au chiffre d'affaires et a prévenu les investisseurs de Teledyne que nos bénéfices trimestriels seraient non variables. Notre comptabilité est conçue pour maximiser le flux de trésorerie, pas les résultats publiés. Si vous lisez les lettres aux actionnaires de Warren Buffett, vous y retrouverez exactement le même message. Ne faites pas attention aux résultats publiés. Dans sa lettre aux actionnaires de 1981, il a écrit « Nos décisions d'acquisition viseront à maximiser les avantages économiques réels et non à maximiser soit l'emprise de la direction ou les chiffres publiés à des fins comptables. » À long terme, les directions qui privilégient l'apparence comptable plutôt que la substance économique n'obtiennent généralement ni l'un ni l'autre. Les comptables peuvent manipuler les chiffres pour les rendre attrayants, mais si vous détenez l'entreprise à long terme, comme Singleton ou Buffett, cela ne vous aide pas. Regardez le rapport de Buffett de 2009, où il expose précisément quels sont ses critères d'acquisition pour Berkshire Hathaway. Il recherche de grandes entreprises qui méritent qu'il s'y intéresse, qui ont démontré une rentabilité constante, un bon flux de trésorerie, une bonne équipe de direction actuelle, une activité qu'il comprend et un prix fixé afin qu'il puisse décider si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée. Ça paraît simple, non? Il suffit de choisir des gagnants évidents. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand chaque jour le marché vous tente avec des gros titres accrocheurs, des récits de croissance et des entreprises qui promettent un ascenseur rapide jusqu'au sommet. Alors que Singleton se concentrait sur la valeur à long terme, il détestait les plans d'affaires stricts pour une raison très simple. Il savait qu'il ne pouvait pas prédire l'avenir. Et il a affronté cela de front lors d'une assemblée annuelle de Teledyne où il a dit « Je sais que beaucoup de gens ont des plans très solides et précis, qu'ils ont élaborés sur toutes sortes de choses. Mais nous sommes soumis à un nombre considérable d'influences extérieures et la grande majorité d'entre elles ne peuvent pas être prédites. Donc mon idée est de rester flexible. » Cela l'a aidé à changer de cap lors de décisions importantes. Par exemple, lorsque l'une de ces entreprises, Packard Bell, qui se concentrait sur le marché des téléviseurs grand public, était écrasée par des entreprises japonaises comme Sony, Singleton a été assez intelligent pour voir que c'était une bataille perdue d'avance et il a complètement retiré l'entreprise de la fabrication de téléviseurs. Packard Bell s'est recentré sur la fabrication de PC compatibles IBM qui étaient vendus chez Sears et a fini par devenir plus grande et plus rentable. Ce que Singleton a bien fait, c'est de ne pas tomber dans le biais des coûts irrécupérables. Ce n'est pas parce qu'il avait investi dans l'entreprise, qu'il avait déjà les actifs en place et qu'il était en train de perdre, qu'il a se soit obstiné malgré des probabilités désastreuses. Il a limité ses pertes et est passé à autre chose. Buffett l'a résumé magnifiquement. Au final, Singleton était rationnel à 100% et il y a très peu de PDG à propos desquels je peux faire cette affirmation. Buffett est aussi d'une flexibilité impitoyable. Il garde généralement ses actions pendant longtemps, mais il n'a pas hésité à se débarrasser de 3 milliards de dollars de Verizon début 2022, après les avoir achetés seulement un an auparavant. L'entreprise avait une faible croissance et cela ne lui plaisait pas. Ces deux hommes savaient tous les deux quelle était la chose la plus importante à faire si vous vous retrouvez dans un trou. Arrêtez de creuser. La troisième chose et la plus impressionnante que Singleton a faite, c'est de faire confiance à son propre jugement, même lorsque tout le marché lui criait de faire le contraire. Imaginez cela. Dans les années 1960, l'action de Teledyne était au plus haut. Singleton s'est rendu compte qu'il détenait énormément de valeur dans une action qui était peut-être un peu surévaluée. Alors que faire ? Vous vendez vos actions pour obtenir des liquidités ou vous utilisez vos actions pour aller acquérir d'autres entreprises qui génèrent tant des flux de trésorerie. C'est pour ça qu'il a acquis 130 entreprises. On peut gagner beaucoup d'argent. On gagne déjà beaucoup d'argent maintenant. Ce n'est rien de nouveau.
Les entreprises vendent souvent des actions pour financer des acquisitions et le font de manière agressive. Ce qui distingue Singleton, c'est sa réaction en 1969 lorsque la situation s'est inversée. L'ensemble du marché a chuté de plus de 35% et les investisseurs se sont particulièrement détournés des conglomérats qu'ils considéraient comme relativement inefficaces dans l'allocation du capital. Teledyne était le baromètre des conglomérats et a subi un énorme choc. Le prix de son action est passé de 40 $ à 8 $. Mais Singleton a parié que le marché avait surcorrigé et il s'est fortement engagé dans le rachat d'actions. Teledyne a fini par racheter près de 90% de ses actions en circulation à ses prix planchers. Singleton a décidé que c'était la meilleure chose à faire après avoir examiné toutes les options qui s'offraient à lui. Rappelez-vous, il avait un portefeuille d'entreprises qui générait toujours des flux de trésorerie. Mais au lieu d'acquérir d'autres entreprises, il s'est rendu compte que sa propre action était tellement sous-évaluée qu'elle offrait le meilleur rendement sur son investissement. À un moment, des membres du conseil de Singleton ont douté de ses méthodes, se demandant si le marché détenait une information qu'ils ignoraient sans. Singleton a répondu « Je ne crois pas à ces histoires de l'anticipation du marché. Achetez simplement des actifs de qualité à bon prix. Et lorsque le marché sera prêt, cette valeur sera reconnue au cours des 10 prochaines années. » Le marché a donné raison à Singleton. Le résultat annuel de Teledyne a augmenté de 89%, le bénéfice net a augmenté de 315%, et cette même action Teledyne, qui valait 8 $ lorsque Singleton a procédé à ses rachats, a grimpé à 175 $ par action. Les rachats ont permis à Teledyne d'obtenir un rendement annuel composé incroyable de 42%. Utilisons des chiffres simples pour expliquer l'ingéniosité de ce que Singleton a fait avec ses rachats. Imaginons que vous avez une entreprise avec 5 actions en circulation. Et comme il s'agit d'entreprises de Singleton, elles sont rentables. Elles réalisent 100 $ de bénéfices. Cela signifie qu'en fait, chaque action de l'entreprise a droit à 1 $ de bénéfice. Mais si vous rachetiez la moitié de ces actions, ce qui ferait que l'entreprise n'aurait plus que 50 actions en circulation, tout en réalisant toujours 100 $ de bénéfices, alors vous auriez 2 $ de bénéfices par action. Plutôt pas mal. Mais souvenez-vous, Singleton a racheté 90% des actions en circulation. Donc il est en fait descendu jusqu'à 10 actions en circulation. En pratique, il avait toujours son bénéfice et il a multiplié par 10 son bénéfice par action. Avec le recul, ces chiffres semblent clairs et évidents, mais sur le moment, Singleton a dû faire confiance à sa propre analyse plutôt qu'au sentiment du marché. Buffett a suivi une stratégie très similaire. Dans les 24 mois qui ont suivi la faillite de Lehman Brothers et le début de la crise financière de 2008, la plupart des entreprises américaines ont fait ce qui semblait logique. Elles ont essayé de rembourser leurs dettes et de préserver leurs ressources. Leur priorité était la survie. Mais en même temps, Buffett a connu sa période d'acquisition la plus active de toute sa carrière. Il achetait des actions à tout va. Comme Singleton au début des années 70, Buffett a vu son opportunité et a investi du capital alors que tout le monde se retirait. Et il y avait de très bonnes affaires à faire. Dans sa lettre aux actionnaires de 2008, Buffett a écrit que la chute du marché boursier ne dérange ni Charlie ni moi. Nous apprécions ces baisses de prix lorsque nous avons des fonds pour renforcer nos positions. Pour résumer la position de Buffett, cette citation suffit. Soyez prudent lorsque les autres sont avides et avides lorsque les autres sont prudents. Comme Singleton, Buffett a également utilisé le rachat d'actions lorsqu'il estime que Berkshire Hathaway a été sous-évalué par le marché. Berkshire a dépensé près de 20 milliards de plus pour racheter ses propres actions depuis 2018 que pour constituer son énorme investissement dans Apple en 2020. Au total, Buffett a investi plus de 51 milliards de dollars dans sa stratégie de rachat d'actions depuis 2018, s'inspirant de son mentor, Henry Singleton. Pour être un grand investisseur, il ne suffit pas d'avoir raison. Si tout le monde pense comme vous, vos rendements resteront standards. La clé, c'est de prendre la bonne décision lorsque le consensus du marché est contre vous, car si vous avez raison dans ce cas-là, vous ferez un carton. À la fin d'une vidéo comme celle-ci, la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin de faire fructifier notre capital à 20% par an pendant des décennies pour obtenir un résultat spectaculaire. Ce que nous pouvons faire, c'est garder l'esprit ouvert et chercher des domaines dans lesquels investir qui ont une valeur à long terme.
Et dans les rares cas où notre analyse nous a amené à avoir la plus forte conviction sur notre investissement, il faut tout miser et faire confiance à notre instinct. C'est ce qu'a fait Singleton. C'est ce qu'a fait Buffett. Et c'est exactement le but de cette chaîne. Acquérir les compétences dont nous aurons besoin pour atteindre les plus hauts niveaux de performance d'élite. Ce que vous faites de cette performance et de la richesse qui en découle vous appartient. Singleton a acheté des terres d'élevage et s'est retiré au Nouveau-Mexique avant de décéder en 1999. Je ne sais pas ce que fait Buffett, mais sa propagande affirme qu'il possède encore une maison qu'il a achetée pour 31 000 $ dans le Nebraska. Quoi qu'il en soit, cette chaîne continuera à vous enseigner les stratégies de l'élite et à se concentrer sur les recettes intemporelles qui ont fonctionné décennie après décennie pour bâtir de grandes entreprises. Si cela vous intéresse, alors vous apprécierez aussi notre vidéo sur Steve Jobs. Son héros, Edwin Land, a construit Polaroid et Jobs a repris bon nombre de ses stratégies et recettes pour bâtir Apple. Allez voir ça.